Les rencontres entre le champ politique et le champ scientifique sont rares, mais quand elles ont lieu, tout le monde y gagne. Paris fournit un exemple très intéressant qui se déploie de multiples façons et sur une large gamme de sujets qui concernent bien sûr la ville, la communauté parisienne, mais aussi toute la société. En ce qui concerne la recherche, il y a beaucoup d'interactions entre la ville et les chercheurs. Je vous donne quelques exemples. Nous avons inauguré des bourses CIFRE à la ville de Paris. On en reçoit dans toutes les administrations de la ville. Et c'est un moyen extraordinaire pour le doctorant d'avoir accès à des données. Mais pour la ville, c'est aussi un regard frais, indépendant, j'insiste beaucoup là-dessus. Le chercheur est toujours indépendant sur nos politiques, sur nos actions concrètes. Et c'est pour nous un moyen de nous renouveler et de nous améliorer. La question du droit des femmes est une bonne illustration de la manière dont les travaux scientifiques et les apports militants, mais aussi les expertises citoyennes, nourrissent l'action publique. La mise au jour de certains problèmes, comme le harcèlement de rue, et plus globalement la place des femmes dans l'espace public, est relativement récente. Il s'agit de mettre en œuvre des politiques publiques non seulement plus justes, mais aussi plus efficaces, qui répondent mieux aux besoins de toutes et de tous. C'est une illustration parmi d'autres, et elle est emblématique. Et en creusant sur pourquoi il y a du harcèlement de rue, pourquoi à tel endroit, pourquoi pas d'autres, est-ce qu'il y en a partout dans tous les milieux sociaux ou pas, pourquoi il y a des lieux dans Paris où on a des intuitions, l'intuition qu'il y en a plus que d'autres à tel ou tel endroit, qu'est-ce qui se passe vraiment? Ça, on a besoin de la recherche pour travailler sur ces sujets. Donc voilà, en gros, sur les violences faites aux femmes, sur genre espace public, typiquement, on était dans des prémices de politique publique. Et donc, pour répondre aux attentes de construction de ces politiques, on a besoin de tout le monde, et y compris de la recherche, des associations, des mouvements, pour permettre de construire des politiques qui soient réellement efficaces, qui répondent vraiment aux besoins et qui ne soient pas juste sur des intuitions qui peuvent s'avérer fausses des fois. Et une des manières pour la ville de Paris, pour la maire Anne Hidalgo, de s'appuyer sur la recherche, de montrer son intérêt pour la recherche, c'est que déjà, elle a repris une idée de Bertrand Delanoë qui était de créer un conseil scientifique de la ville de Paris, qui est très actif, qui produit des recommandations. Par exemple, il avait produit l'année dernière la recommandation de créer un GIEC local, un GREC, et la maire de Paris a suivi sa recommandation, est en train de créer un groupe d'experts sur le climat au niveau local pour produire des données et des recommandations localement au niveau de la ville ou de la métropole. Parce que dans les années 90, on a les politiques, d'ailleurs tous partis confondus je pense, ont mené ce qu'ils ont appelé la politique des grands frères. Vous en rappelez peut-être. L'idée c'était les garçons, s'il y a des problèmes d'insécurité, c'est parce qu'il faut occuper les garçons, et il faut les occuper dans les espaces publics. Et donc on a construit dans les espaces publics des skateparks, des lieux en fait qui étaient dédiés uniquement aux hommes. Et en se disant, si on les occupe, ça va aller mieux. En fait, cette politique publique, on s'est trompé complètement parce qu'on est parti d'un mauvais constat. On est parti du constat qu'il fallait occuper plus les hommes que les femmes. Mais enfin, cette idée-là ne vient de rien dans la recherche. Dans l'éducation, c'est pas vrai qu'on a besoin de plus s'occuper des garçons que les petits garçons, que les petites filles. Cette idée-là ne venait de rien, si ce n'est de présupposer qui était faux. Et donc, en réalité, on a créé des lieux qui ont dysfonctionné encore plus, puisqu'on a chassé les femmes et les jeunes femmes de l'espace public, et on a installé les hommes en leur disant « c'est chez vous ». Et au lieu de faire du sport, il s'est passé quoi? On a créé encore plus d'insécurité. Et on a créé encore plus de sentiments d'insécurité chez les femmes dans ces espaces publics. Donc nous, on a cherché à partir du contraire, à rétablir une vérité scientifique sur comment on fait pour que l'espace public soit partagé à mixité, à égalité entre les femmes et les hommes, et comment du coup on construit un urbanisme qui prend ça en compte. Donc en partant d'un état des lieux fait avec la recherche, à l'aide des chercheurs et des chercheuses, en partant de revendications
des femmes, des Parisiennes sur cet espace public, on essaye de construire la ville autrement. Du coup, on a construit des choses très concrètes. D'abord, on a formé les chercheurs et les urbanistes à cette question-là, pour que ces professionnels-là nous fassent des propositions pour construire la ville autrement. Et puis, on a sorti, en partant de ces formations des professionnels d'architectes et d'urbanistes, on a sorti un premier guide qui permettait à tous les professionnels genre et espace, qui travaillaient sur l'espace public, sur la construction de la ville, d'être formés sur le genre et l'espace public. Donc c'était un guide qui posait les bonnes questions. Et là, on vient sortir, du coup, on est parti d'expérimentation sur 7 grandes places parisiennes. Et là, on vient sortir un second guide avec les bonnes réponses. Typiquement, la bonne réponse, vous en doutez, le skatepark, c'est pas une bonne idée en fait. Mais donc, du coup, il faut chercher d'autres types de sports. Il faut chercher à innover dans la construction, dans l'habitat, l'urbanisme, pour construire une ville pour tout le monde. Donc on a besoin d'arriver à faire un pas de côté et d'avoir ce recul-là, de chercher à apprendre et de ce qui se passe vraiment sur le terrain. Donc là où concrètement les Parisiennes vont dire là ça dysfonctionne, on n'est pas bien. Pourquoi on n'est pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Et puis d'arriver à prendre le recul du champ que la recherche peut nous apporter pour essayer de comprendre de manière systémique ce qui se passe réellement derrière tout ça. Qu'est-ce que la Covid a changé ou au contraire conforté? C'est notamment la question des lieux et des espaces et de leur porosité, de leur fluidité, de leur appropriation, des usages que l'on en fait. Et toujours du dialogue, des rencontres. Garder l'université au cœur de la ville. Il y a eu pas mal de mouvements pour sortir les universités des villes. Et nous, à Paris, au contraire, on veut que Paris reste une ville universitaire, une ville campus. Il y a d'ailleurs à peu près 360 000 étudiants tout le temps dans Paris. Un Parisien sur 10 est un étudiant quand même. Ça, on le sait peu. Et donc, ma politique consiste à donner aux unités de recherche, aux universités et aux étudiants la place qu'ils méritent dans Paris. Et à pas les considérer comme des variables d'ajustement. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? En créant du logement social étudiant. Pendant la précédente mandature, on a créé 6 000 nouveaux logements, c'est-à-dire 1 000 par an. C'est jamais assez, mais en tout cas, c'est une manière de raccourcir les trajets entre le logement et le lieu d'études, qui est un des grands facteurs d'inégalité entre les étudiants. Moi-même, je suis professeure des universités. Et donc, ça m'a un peu amusée, entre guillemets, parce qu'il n'y avait rien de drôle dans cette période, mais de voir que le grand public découvrait l'importance des enseignants, l'importance des enseignants-chercheurs, de la transmission de personne à personne. Une grande partie du malaise des étudiants est venue du fait qu'ils ne voyaient plus ni leurs camarades, ni l'enseignant. Ce lien humain, c'est ça qui a le plus manqué. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'ouvrir des espaces qui traditionnellement n'étaient pas tellement ouverts aux étudiants. Par exemple, les centres Paris Anime, qui sont des équipements de la ville qui accueillent des associations, mais pas spécialement des jeunes. Et là, la Ligue de l'enseignement, par exemple, a organisé des espaces où les étudiants pouvaient venir travailler, tout simplement, sans être gênés, mais avec suffisamment de place, parce qu'il y a ça aussi, c'est que certains étaient chez eux, avec des petits frères et des petites sœurs, et des parents en télétravail, et des espaces réduits. Donc des espaces pour travailler, des lieux de parole, des cours de yoga. Nous avons ici, à la MIE, donc la Maison des Initiatives Étudiantes, qui est vraiment le pôle, je dirais le QG de la vie étudiante à Paris. Nous avons continué à organiser des cellules d'écoute psychologique et l'accès au droit, enfin toute l'activité, si vous voulez, de la MIE habituelle, qui consiste à être un guichet d'accès au droit pour les étudiants, a continué à distance. Mais on a fait en sorte qu'il y ait beaucoup d'activités, par exemple le vendredi soir, des activités même culturelles à distance,
pour garder le lien avec l'étudiant. Notre enjeu, ça a été de faire venir les gens dans le quartier. Et la chance qu'on a eue pendant le confinement, c'est qu'il y a des jeunes étudiants qui n'avaient pas de lieu où réviser, parce que les appartements sont trop petits, les bibliothèques sont fermées. Ils sont venus, et surtout elles sont venues ici, et ça a permis de créer nos premiers ambassadeurs, ambassadrices de la Maison de la Conversation, et de commencer à faire vivre notre programmation culturelle. On a une programmation sociale et culturelle qui a été construite à travers des enjeux du quartier, qu'on a été explorés en rencontrant les autres associations et en rencontrant les habitants. Mais il est vrai que moi-même j'étais présidente d'université, j'avais créé, avec d'autres, je n'étais pas la seule, l'UE d'engagement étudiant, en partant du principe que quand un étudiant crée son assos, est trésorier d'une association ou rédacteur en chef d'une revue, il acquiert des compétences qu'on doit valoriser puisqu'elles l'aideront après dans un métier futur. Et donc, oui, l'idée à la ville, on a ce désir-là, c'est-à-dire de se faire rencontrer les enseignements qui doivent rester pointus, qui doivent rester spécialisés de l'université et, je dirais, la vie de la cité. Et souvent, il n'y a pas d'antagonisme, les choses se mélangent, se conjuguent très bien. Et ça fait que les universités sont mieux insérées dans la ville, parce qu'il y a quand même cette difficulté pour certains quartiers, certains enfants de certains quartiers, à se projeter dans des études supérieures. Ça, il ne faut pas se le cacher, ce n'est pas du tout réglé, cette histoire-là. Et quand, par exemple, l'Université de Paris, qui a une antenne à la porte de Clignancourt, fait l'université dans la ville, fait des journées portes ouvertes avec des ateliers pour inviter les mamans et les papas à venir, ne serait-ce qu'entrer dans l'université, c'est extraordinaire. C'est des journées, il faut faire beaucoup plus si vous voulez, mais l'action de la ville, oui, consiste à rendre un peu plus poreuses les parois entre la connaissance, le savoir et la vie de tous les jours. Je suis Camille, je suis étudiante en L2 de droit à l'université Paris-Panthéon-Assas et j'ai 19 ans. C'est sûr qu'à Paris, il y a un dynamisme intellectuel. Enfin, il y a une concentration de personnes qui sont très qualifiées et qui ont fait de longues études. Et il y a, juste à côté de l'université où les professeurs sont déjà très bons et forts dans leur domaine, il y a aussi un dynamisme à côté. À côté du quartier latin, il y a je ne sais pas combien de bibliothèques pour aller travailler. Donc c'est vraiment un environnement qui est propice, en tout cas dans le centre, pour apprendre et s'intéresser, faire de la recherche. Et surtout, moi je trouve que ce qui est important, c'est d'avoir plein de bibliothèques à côté. C'est vraiment un plus pour apprendre à Paris. J'ai découvert beaucoup de choses sur la bibliothèque numérique de ma fac. J'ai découvert qu'il y avait un accès à tous les cours de Dalloz, ça. Et ça, je pense que je ne l'aurais pas forcément autant découvert dans une situation hors Covid. Et je pense que dans ma méthode de travail personnel aussi, ça m'a appris beaucoup de choses. Mais je trouve que c'est assez rien comparé au fait de travailler en bibliothèque avec d'autres gens. Mais je sais que ça ne me fait pas du tout envie de travailler sans avoir de but et de juste faire quelque chose de très méthodique. J'ai envie de me lever et de faire un truc qui m'intéresse et qui a du sens. Je pense que c'est une ville qui met en avant l'ambition. Et ce sont la majorité de Parisiens ou des gens, c'est des gens qui ont envie de réussir. Et souvent, on réussit parce qu'on fait des études, parce qu'on a des connaissances et du savoir. Donc j'aurais tendance à dire que c'est un biais. On est dans un quartier prioritaire de la ville, 5e quartier le plus pauvre de France, nous a dit la responsable de l'action sociale de la mairie. Quand je suis arrivé, le maire m'a dit, dans ce quartier entre le boulevard Ney et la porte de Montmartre, il y a 4 niveaux de pauvreté. Et un seul point commun, c'est que tout le monde veut partir. Ça cadre le décor. Oui, comment, en tant qu'habitante ou habitant, on appréhende son quartier, quelles sont les attentes qu'on peut avoir au sein de son quartier, en termes de propreté, en termes de nuisances sonores ou pas, mais aussi en termes de les services publics, les commerces, la qualité de vie, les échanges, la place des enfants, des jeunes, tout ça, il y a aussi quelque chose qui se construit collectivement
tant qu'habitante, en tant qu'habitant. Et en fait, si on regarde, les femmes vont justement être beaucoup plus dans la ville du quart d'heure, c'est-à-dire à un quart d'heure à pied de chez elles, que les hommes. Or, le projet de la ville du quart d'heure, c'est d'avoir des services publics de qualité, partout, qui puissent répondre à l'ensemble de vos besoins à un quart d'heure à pied de chez vous. Et donc, c'est un projet qui répond aux aspirations, enfin en tout cas, aux pratiques des femmes aujourd'hui. Aujourd'hui, permettre qu'il y ait des services publics de qualité et qu'il y ait tous les services publics à disposition à un quart d'heure à pied, ça veut dire faciliter la vie quotidienne des femmes. C'est vraiment à elles que ça va le plus correspondre aujourd'hui dans les pratiques qu'on peut avoir. La ville du quart d'heure, c'est aussi un principe de coopération. On ne construira pas de réelle proximité si on n'emmène pas le plus grand nombre de Parisiennes, de Parisiens, bien sûr, et d'acteurs possibles. L'enjeu de ce lieu, d'être à la fois un endroit où on peut accueillir des gens, une maison, mais aussi un endroit dont on peut, dans cette maison, rentrer en contact avec d'autres personnes et s'ouvrir vers l'extérieur. Donc c'est un lieu qui permet à la fois d'être un lieu agréable, un lieu gratuit, c'est un tiers-lieu, mais c'est un lieu où on attend des gens de venir avec leurs propres projets pour pouvoir le mélanger avec d'autres idées et le faire avancer davantage. C'est vraiment la proposition de fond de la Maison de la Conversation. Un lieu où on expérimente de nouveaux formats de conversation, parce que le temps a changé, on ne parle plus de la même manière. Nous, on a des valeurs assez importantes autour de la conversation, qui sont l'égalité dans la relation, l'inclusion, la convivialité aussi, l'utilité de la conversation, entre le don, le contre-don, et puis la sérendipité, c'est-à-dire qu'une conversation, c'est un endroit où on ne sait pas de quoi on va parler, ni forcément avec qui on va parler, il se passe quelque chose. Et c'est ce qu'on attend de faire dans ce lieu, la Maison de la Conversation. Dans les pratiques de mise en œuvre des politiques publiques, de porter avec des groupes de recherche des marches exploratoires avec les femmes dans la diversité des quartiers sur lesquels on va intervenir. Et ça a un intérêt parce que justement on peut regarder en temps réel, au moment où on met en œuvre les changements d'urbanisme, on fait les marches exploratoires avec les femmes. Donc il y a avant, elles font les marches exploratoires, enfin, voilà, comment elles appréhendent leur quartier avant la mise en œuvre des politiques publiques et pendant la mise en œuvre des politiques publiques. Et puis après, on va pouvoir regarder après. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Et là, il y a plein de choses qui relèvent de l'expérimentation. Mais ça permet d'étudier ce qui se passe. Et puis l'aspect pédagogique aussi, c'est-à-dire qu'on apprend concrètement par l'expérience du quotidien des femmes ce qui fonctionne ou pas. Et en fait, il y a des choses qui sont très contradictoires. En fait, on peut penser, on peut avoir des intuitions qui en fait sont contradictoires avec le vécu des femmes. Je vais vous donner un exemple parce que je le donne souvent et moi ça m'avait beaucoup frappée. On était à une porte de Paris dans le 14e et on faisait des marches exploratoires avec des femmes des quartiers populaires là-bas. Et les directions de l'aménagement, de l'urbanisme et de la voirie avaient pour projet de déplacer un dépôt de bus qui était côté Paris vers l'extérieur de Paris en banlieue. Déjà c'est toute une histoire. Mais en disant, ce dépôt de bus est une nuisance, on pourrait faire autre chose de ce terrain. Donc concrètement, c'est un parking avec des bus, des réverbères allumés toute la nuit, enfin en tout cas tant qu'il y a des services de la RATP, des agents de la RATP qui attendent de prendre leur service. Voilà. Donc c'est une nuisance, il faut le déplacer. On fait des marches exploratoires. C'était... le déplacement de ce dépôt de bus était acté. Voilà. On fait les marches exploratoires et en fait il s'est trouvé que les femmes ont unanimement dit le contraire. Et elles ont unanimement demandé à ce qu'on ne déplace pas ce dépôt de bus. Pourquoi? De manière complètement contre-intuitive, on était là-dedans, alors que les femmes disaient le contraire. En fait, ce que les femmes disaient, c'est que elles qui habitaient dans un quartier populaire où elles avaient un sentiment fort d'insécurité la nuit, en fait, elles préféraient même parfois faire une station de plus quand elles rentraient tard le soir, mais toujours sortir du métro par ce dépôt de bus, parce que quand on sort de ce métro par ce dépôt de bus, précisément,
On est sur un espace où on peut être vu très facilement, où il y a des réverbères qui éclairent la nuit de manière beaucoup plus forte que dans le reste du quartier, et où il y a des agents de la RATP, donc assermentés, en costume. Et ça rassure énormément, ça permet vraiment de sortir d'un sentiment d'insécurité de manière assez efficace. Et donc pour elle, le dépôt de bus n'est pas du tout une nuisance. Le dépôt de bus, c'est un service public, sur place, la nuit, extrêmement rassurant. Il y a 2 niveaux d'engagement. Il y a un engagement, une conviction profonde que la démocratie, c'est une forme de conversation et que cette idée de démocratie et de citoyenneté est en train de s'éroder et qu'un lieu comme la Maison de la Conversation, un lieu où on peut exercer et apprendre à exercer déjà l'écoute et aussi la capacité aussi peut-être se heurter, se confronter à l'autre, mais d'une manière respectueuse et à l'inverse de ce qu'on peut voir. Et donc nous, on est contre justement la division et la polarisation des discours. Mais il y a un autre type d'engagement qui est important pour nous ici, c'est-à-dire qu'on a vraiment, et moi j'ai la conviction qu'on est dans un monde en grande transition, hein, on le ressent et on en parle de plus en plus, et que la Maison de la Conversation, c'est un des lieux et un des îlots où des personnes qui s'intéressent et qui veulent se projeter dans un récit un peu différent peuvent, dans cet endroit-là, se retrouver, travailler ensemble pour faire avancer un projet de société qui est en mouvement. Il y a toute une réflexion sur les bancs pour inviter à la discussion, en fait. La norme d'Haussmann, c'était d'éloigner les bancs de 3 mètres et de les mettre dans le même alignement. Pas face à face, pas côte à côte. Donc c'était au contraire pour éloigner les personnes et pas pour inviter à la discussion. La petite histoire dit, ce serait à vérifier, mais que l'idée de cet éloignement des bancs, c'était justement d'empêcher les nourrices qui s'occupaient des enfants toute la journée, qui étaient dans les parcs, pour les empêcher de discuter entre elles, ces femmes, et qu'elles ne regardent que l'enfant qu'elles gardaient. On a éloigné les bancs et on a empêché la discussion entre les gens. Un des programmes aussi, c'est les banquiers citoyens. C'est un programme où on traite autour d'un petit déjeuner, d'un déjeuner, d'un goûter ou d'un apéro les sujets qui sont importants pour les habitants du quartier. On a fait 4 banquiers citoyens cet été qui tous traitaient d'un thème qui visait soit à parler des problématiques du quartier que les habitants aimeraient résoudre, ou alors des choses à améliorer ou même des belles choses qui se passent dans le quartier. Pourquoi parler que des problèmes alors qu'on peut aussi parler des belles choses ?